Bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes à Presse Éco. Presse Éco, c'est la tribune hebdomadaire au cours de laquelle donc, nous revenons sur les sujets qui ont marqué l'actualité avec nos invités, nos chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur ces sujets-là pour décrypter et débattre de leur contenu. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux sujets. Un sujet au plan national, c'est toujours les résultats donc, de la présidentielle et des législatives, résultats que nous avons donc décortiqué la semaine dernière. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux, surtout des enjeux, bien sûr, politiques, des enjeux sociaux, des enjeux aussi sur le plan économique. Nous revenons donc sur ce sujet-là en fond, et puis avec nos invités. Et puis, dernier sujet, ce sera en Côte d'Ivoire, où il y a dénouement au niveau donc, du président Gbagbo Laurent, qui a reçu donc ses passeports, un passeport de service, un passeport diplomatique. Nous revenons donc sur cette actualité également. Et puis, pour donc parler de ce sujet-là, je suis avec mes invités que vous connaissez. On commence par ma gauche, Paz Yen. Paz Yen est donc juriste, il est consultant. Merci Paz d'être sur ce plateau. À ma droite, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite d'Évariste, nous avons Parfait Silga. Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait. Et puis dernier invité, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Merci à vous tous de nous suivre et de nous être fidèles. Cette émission est donc interactive. Dans la deuxième partie, nous allons donc recevoir des interventions de l'extérieur avec nos invités ici sur le plateau. On commence donc cette émission avec le débat que nous avons mené la semaine dernière concernant donc ces résultats des législatives et évidemment aussi de la présidentielle. Alors finalement, on peut dire que tout est rentré dans l'ordre dans la mesure où il n'y a pas eu de recours au niveau des présidentielles, des candidats à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a vidé également les recours qui avaient été donc formés à son niveau. Alors, Pazien, les 6 recours, pour ce qu'on a entendu, en tout cas les 6 recours sont jugés irrécevables par le Conseil constitutionnel. Tout à fait, c'est l'information justement que nous avons reçue. Il semble que le Conseil est ce soir fondé sur la qualité des gens pour agir parce que vous savez, pour un recours, il va falloir décliner l'identité et l'objet également donc, du recours. Donc le Conseil a estimé, j'ai lu une des décisions où certains avaient introduit le recours avant même la publication des résultats provisoires. Voilà, ils ont demandé l'annulation du scrutin avant même que les résultats provisoires ne soient publiés. Donc ce qui a rendu les recours irrécevables. J'ai vu également dans une décision que ceux qui ont intenté le recours n'avaient pas décliné correctement leur identité. Est-ce qu'ils ont la qualité de candidat ou c'est de simples citoyens? Donc aujourd'hui, on peut dire plus ou moins que le contentieux électoral est vidé. L'opposition qui, à un moment donné, donc, a décidé de surseoir au recours qu'il préparait. Mais vous savez, on le dit, le recours à la justice n'est autre que la conséquence d'un échec. C'est Pierre Truche qui le dit, je pense, dans les paroles de Palais de Justice. C'est pour dire que, vous savez, en politique, lorsque les gens ont la possibilité de discuter, de trouver une entente entre eux, je pense que très souvent, les gens décident de surseoir à certaines actions. C'est pour parler du cas donc, de l'opposition. Les candidats de la présidentielle qui n'ont pas fait du tout recours. Exactement. C'est pour dire qu'on peut s'attendre déjà à ce qu'il puisse avoir des négociations, à ce qu'il puisse avoir des coalitions. Souvenez-vous, pour aller à ces élections, le climat peut-être ne s'y prêtait pas trop, on en a parlé, mais les gens ont pu se réunir. Il y a eu un consensus pour aller à ces élections, pour modifier le code électoral à moins de 6 mois des élections. Les gens ont pu trouver un terrain d'entente parce que chacun pensait pouvoir tirer donc sa part du jeu. Aujourd'hui, si à un moment donné, certains avaient annoncé qu'ils allaient introduire des recours et à un moment donné, ils le laissent, donc on peut dire s'attendre à ce Est-ce que tout ça aussi, ce n'est pas fait, par exemple, sur l'autel des principes de la démocratie? Quand par exemple, on a vu des vidéos où on distribuait des cartes d'électeurs, où on achetait des cartes d'électeurs, ça, ce n'est pas quand même des choses qu'on peut laisser passer. Est-ce qu'on ne peut pas tenir rigueur à la classe politique de ne pas quand même poser ce principe-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il est autorisé d'acheter des cartes d'électeurs, de manipuler des cartes d'électeurs quand on n'est pas à la CENI? Justement, il y a dans le cadre donc, de ce que je peux appeler le contentieux général des élections, il y a les infractions qui sont liées aux élections. Voilà. Et ça, ces infractions, même jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'on peut toujours les poursuivre. Voilà, ça c'est possible. S'il y a fraude,
Ça, c'est des infractions. Maintenant, par rapport au contentieux électoral, comme vous le savez, par rapport, pour l'élection, par exemple, du président du Faso, ce sont les candidats qui peuvent faire le recours. Et lorsque ces candidats ne font pas de recours, ça veut dire qu'ils acceptent les résultats. Et ça, bon, je pense que c'est un consensus, on peut appeler ça entre griffes un consensus qui s'est dégagé dans la classe politique burkinabé. D'accord. Parfait, Silga. On a l'impression qu'au Conseil constitutionnel, il y a une formule qui est accrochée, qu'on décroche, on balance à ceux qui viennent. Toujours irrécevable. Le commun des mortels ne comprend pas. Une juridiction qu'on dit la gardienne de la Constitution et qui chaque fois est irrécevable. À la limite, c'est porte close. Non, je pense que l'essentiel, c'est d'abord de connaître les textes et ensuite c'est de pouvoir en faire la bonne exploitation. Donc la bonne exploitation, c'est d'abord au niveau de ceux qui ont intérêt, c'est-à-dire les candidats et les partis. Donc comment les candidats, comment les partis exploitent les textes pour que leur recours soit simplement recevable. Vous savez que c'est d'abord recevable dans la forme, ensuite on examine le fond. C'est-à-dire que si d'abord dans la forme le recours n'est pas recevable, on ne va même pas au fond. Parce que d'abord le Conseil va examiner les dispositions en ce qui concerne la forme. Si au niveau de la forme, le recours n'est même pas recevable, on ne va même pas au fond. Ça veut dire que vous pouvez avoir raison, mais malheureusement, on ne va même pas aller au fond pour dire, bon, au fond, vous avez raison. Alors, donc, pour moi, ce ne sont pas des formules. Le Conseil constitutionnel prend les décisions, examine les recours là, sur la base d'un certain nombre de textes. Donc, ce qu'il faut, pour moi, si on n'est pas d'accord avec une décision du juge, il faut travailler à ce qu'on puisse revoir la loi, afin que pour les prochaines échéances là, le corpus juridique en ce qui concerne les recours là soit revu. Voilà. Alors, Lengani, est-ce qu'ici il n'y a pas un problème de connaissance par les citoyens, les usagers, j'allais dire des usages même de la loi, notamment le contentieux électoral, parce qu'on a vu des choses se dire, des choses se faire, mais malheureusement, en réalité, ça ne produit pas les effets. Il faut dire ce que les deux positions ont dit, à savoir que, bon, éventuellement, le citoyen lambda ou le citoyen politique, les acteurs politiques ne connaissent pas la loi. Et à ce niveau, moi, j'ai une double lecture. La première, c'est qu'effectivement, les hommes politiques ne font pas le travail que la société leur incombe, ou en tout cas ne s'acquittent pas convenablement des engagements qu'ils ont pris avec la population, de faire la politique, donc d'animer la scène politique, de faire en sorte que le citoyen puisse effectivement connaître ses droits, ses devoirs et participer effectivement à la gestion de la cité. Donc ça, c'est un échec à ce niveau. Je vois aussi un échec du côté du Conseil constitutionnel qui, bon, au moins, depuis qu'il existe, n'a pas été en mesure de former les citoyens pour que les citoyens puissent effectivement pouvoir attraire dans les normes. Chaque fois qu'on vous dit qu'il y a la formule qui sort irrécevable, ça veut dire quelque part que le Conseil constitutionnel est là posé, attend seulement des recours pour dire que c'est irrécevable. Et ne forme pas les gens à ce que les recours soient effectivement recevables et quant au fond maintenant jugés. Ça voudrait dire que le Conseil devrait plutôt aussi... Est-ce que c'est son rôle de faire en fait des sensibilisations, comment on saisit le Conseil? Absolument. C'est une institution, comme toutes les autres institutions, elle a la police de sa communication. Et elle ne peut pas exister pour exister, elle doit faire en sorte que son existence soit utile à la société. S'il faut nommer des gens pour les s'asseoir là-bas et puis prendre les salaires tranquillement, s'asseoir, mais ce n'est pas la peine. Ils ont un devoir d'informer, de former les gens. Je pense que c'est évident. Bon, maintenant, on est d'accord qu'on est dans un pays pratiquement analphabète à 80%. Bon, donc, ce n'est pas la chose de droit, n'est pas la chose la mieux partagée. Ça, je comprends ça. Mais j'attends à ce que ce conseil-là fasse un travail pour au moins se faire connaître davantage. Je veux juste réagir à ça pour dire que je pense qu'il faut plus parler de l'organisation pratique des partis. Ils ont quand même des services juridiques. Et même au niveau de la société civile, je pense qu'il y a des personnes qualifiées. Mais est-ce que le Conseil aussi ne pourrait pas le faire? On voit des institutions qui font des journées portes ouvertes et qui expliquent. Est-ce que vous pensez qu'au cours d'une journée porte ouverte sur le Conseil constitutionnel, on peut apprendre
à bien former ces recours pour qu'au moins le Conseil puisse aller au fond? Non. Vous savez que c'est pas. Ce sont des Est-ce que ce n'est activités. pas, mais est-ce que ce n'est pas déjà, ce n'est pas déjà une activité, de sensibilisation? Oui, mais quand on sensibilise, vous parlez de ça, vous parlez de sensibilisation. Ce n'est pas ça qui va permettre effectivement aux gens de bien former le recours. Mais les partis politiques ont des juristes. Sur certaines organisations de la société civile ont des juristes, des gens bien formés, avec la tête bien pleine, j'allais dire. Voilà. Donc, ces personnes-là peuvent effectivement s'organiser pour que les recours là soient faits dans les règles de l'art. D'accord. Moi, je crois que c'est ça le problème. Oui, rapidement, avant certainement que Lengani ne continue. Moi, je comprends la position de Lengani si elle se présente sous forme de recommandation ou pour les échéances à venir. Parce que quand on lit le règlement intérieur du Conseil constitutionnel ou la loi même organique qui crée le Conseil constitutionnel n'a pas pour mission de sensibiliser les gens sur ce que le Conseil même fait. Je pense qu'il y a des conseils juridiques qui sont là. Il y a des juristes, c'est leur travail. Il y a des avocats, c'est leur travail. Juste avant ces élections, rappelez-vous que le Centre de presse Norbert Zongo a organisé une activité sur le contentieux électoral. Ils nous ont fait l'honneur donc de nous inviter, où nous avons détaillé comment est-ce qu'on peut saisir le Conseil constitutionnel. Nous avons des cabinets qui sont là pour accompagner les gens. Il suffisait, je suis sûr que si c'était des professionnels du droit qui introduisaient directement ces actions-là, on n'en serait pas là. Parce que vous voyez, les juges eux-mêmes ont un rôle. Ils ne peuvent pas en même temps conseiller. Ils se contentent simplement de se prononcer par rapport à ce qui est dit. Donc, il y a des conseils juridiques qui sont là, qui pouvaient donc... Il revenait donc, je pense, à ces partis politiques d'approcher leurs conseils. Oui, mais pour le faire. Quand on regarde là, les prérogatives qui sont dans la loi, le règlement, etc., mais tout ça, est-ce que ça empêche une institution donnée, une entité donnée de communiquer? La communication, c'est quelque chose de plus normal que ça. C'est pourquoi j'ai dit on peut présenter cela sous forme justement de recommandation de doléances, parce que, vous savez, vous ne pouvez pas être tenu pour quelque chose tant que la loi ne vous y oblige pas. Maintenant, ça serait bien peut-être que le Conseil communique, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question aussi de crédibilité, je suis d'accord avec vous, parce que le citoyen lambda peut à un moment donné se dire, mais attends, ce Conseil, à chaque fois qu'on parle, on nous dit irrecevable. Est-ce que le Conseil, juste pour présenter une bonne image, ne peut pas communiquer pour dire aux gens, voici comment j'aimerais qu'on nous saisisse? Mais ce que nous devons aussi dire aux populations, aux partis politiques, c'est qu'il y a des professionnels du droit. D'accord, merci. C'est ce que nous faisons. Nous accompagnons. Les gars, très rapidement. Ils sont engouffrés dans une porte que j'ai ouverte. Je n'ai pas dédouané les partis politiques. J'ai dit que les partis politiques ont échoué dans l'éducation des populations. Ils ne jouent pas totalement leur rôle dans l'éducation des populations et dans le rôle même qu'ils doivent jouer dans la société. J'ai dit ça. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, un parti politique responsable doit avoir des conseils juridiques, doit avoir des cabinets juridiques qui l'accompagnent, surtout les candidats à la présidentielle. Un candidat à la présidentielle qui va sans un aéropage d'avocats, je crois que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Étant entendu qu'on sait que dans toute élection, il y a un contentieux, forcément, qu'il soit positif ou négatif. Vous pouvez être assis pour que quelqu'un Il y en a même qui avaient oublié le contentieux. C'est ça. Il y en a même qui avaient oublié qu'il y avait un contentieux. Ce n'est pas forcément soit qu'on attaque, on peut être attaqué. Et donc, quand on est attaqué, comment on se défend? Mais malheureusement, il y a des candidats qui sont allés comme ça, bras ballants, et ça explique la cacophonie qu'on a vue. Évariste Concebo, tout ça pour finir, tout est bien rentré dans l'ordre. Les candidats à la présidentielle ont renoncé à faire des recours. Le dernier qui est apparu, c'était le CDP, donc jusque-là qui n'est pas allé féliciter le président élu, qui attend donc, selon les dires de son directeur de cabinet, Topan Sané, c'était d'attendre que le Conseil constitutionnel d'abord valide en définitive les résultats provisoires avant d'aller féliciter le président élu. Mais le CDP a dit qu'il renonçait aux différents recours. Mais ils ont expliqué aussi pourquoi est-ce qu'ils renonçaient. Ils ont dit que parce qu'il n'y avait pas eu unanimité au sein donc, de l'opposition. Donc, dans ces conditions, ils n'ont pas voulu prendre le risque parce qu'ils pouvaient aussi, en tant qu'entité distincte de l'opposition, porter donc, ce recours. Maintenant, vous savez très bien que peut-être qu'ils ont analysé. Il y a certainement eu des enjeux parce qu'on est dans un contexte où
les gens n'aiment pas qu'on les froisse. Les recours, ça vexe, ça froisse. Personne n'aime avoir affaire à la justice. Donc, peut-être qu'ils ont décidé, peut-être, une formule de gentleman agreement, peut-être. Mais n'empêche quand même que le plus important, c'est qu'ils aillent quand même féliciter le vainqueur, que ce soit avant ou après, donc, comment dirais-je, la déclaration donc, des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Alors, mais je vous pose une question. Est-ce que c'est devenu, au Burkina, c'est devenu une habitude parce qu'on entend dire que c'est républicain d'aller saluer le président élu, c'est républicain d'aller féliciter. On a vu, donc, tout le monde a vu un peu ce carnaval-là qui s'est passé. Est-ce que, concrètement, dans le fond, qu'est-ce que ça représente au fond? Est-ce qu'on est obligé d'aller féliciter? Est-ce qu'on est obligé d'aller féliciter ou est-ce qu'on a besoin de faire ça pour le Burkina, la première fois qu'on a vu ça, c'était lors des élections de 2015, où c'est M. Diabré d'ailleurs qui a inauguré. Mais là, il faut rappeler le contexte. On était dans un contexte post-insurrectionnel et il y avait donc beaucoup de risques, il y avait beaucoup de risques peut-être de crise. Et alors, donc, ça, c'est une responsabilité donc, de la direction donc, du parti pour apaiser. Il l'a fait, je pense, dans un sens d'apaisement. Bon, maintenant, si on revient encore, vous savez très bien, pour ce qui vient de se passer, vous savez bien que même avant les élections, il y avait déjà des craintes, des appréhensions. Et quand vous regardez le discours même, c'était une méfiance généralisée. Et donc, le même scénario, quasiment, hein, on n'était pas loin. Et en ce sens aussi, je pense que, moi je lis ça au contexte, hein, ce sont des gestes peut-être d'apaisement, en fait. Parfait, Sylvia. Pour certains, c'est un peu comme de l'allégeance, parce que quand le jeu politique se fait, il y a des gestes qui se font entre hommes politiques, on a un langage qu'on comprend, mais le public, le grand public, le peuple, les citoyens qui regardent, ils trouvent ça un peu trop carnavalesque, quoi. Est-ce que c'est quoi? C'est une allégeance qu'on fait? Parce qu'à la limite, on réclame même à d'autres d'aller le faire aussi. Non, moi, je ne vois pas ça sous cette forme-là. Parce que je pense que ce sont des hommes politiques qui, à un moment donné, ont regardé la réalité en face. C'est-à-dire que quand vous voyez l'écart entre le président Kaboré et les autres, bon, je ne sais pas par le truchement de quelle logique vous allez vous empêcher de ne pas aller saluer le président élu. C'est une reconnaissance de fait. Non, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Donc pour moi, la logique là, c'est la simple logique là, aurait voulu tout simplement qu'ils aillent le faire, parce que même quand on dit qu'on attend que le Conseil constitutionnel valide les résultats, bon, je ne sais pas comment on va tailler les choses jusqu'à on puisse se retrouver à un... Bon, vous voyez, bon, c'est terre à terre, quoi. C'est dit terre à terre. Mais j'ai dit... Donc c'est une soumission à la réalité des faits, ou c'est quoi? C'est la réalité des faits. Oui. Je pense qu'ils sont allés dans cette logique. D'accord. Les gars? Moi, sincèrement, je suis blessé par l'attitude des hommes politiques. Sincèrement. Je trouve qu'on est dans un jeu normal. La CENI proclame le résultat provisoire. Le Conseil constitutionnel prononce le résultat définitif. Le résultat définitif. Et le soir, les recours. Les recours, c'est après que le Conseil soit prononcé. C'est bien ça? Non. Non, dès que les résultats provisoires de la CENI sont connus et les recours apparaissent. Moi, l'impression que j'ai eue, au-delà du débat qu'on a, c'est comme si les hommes politiques arrivaient à des arrangements dont nous, citoyens, ne sommes pas au courant des tenants et des aboutissants. Pourquoi? Une opposition, sur la base de faits que nous avons tous connus, qui crée la fraude, et qui brutalement énumère même des faits qui ne sont pas de la fraude, non, qui ne sont ni du fait du MPP, ni du fait de Roch Marc Christian Kaboré, mais qui disent qu'il y a eu des dysfonctionnements qui font que le résultat est... Il faut voir un peu plus de près. Et brutalement, après avoir dit ça, on retrouve les mêmes gens, sans avoir même changé de tenue, s'il vous plaît, se retrouver accroupis. Pas accroupis quand même. Assis, il a eu la décence de lui donner une chaise pour s'asseoir et le féliciter.
Bon, moi, je trouve que c'est proprement injurieux. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'amuser comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Non. Qu'est-ce qu'il Moi, il fallait tester la justice, ou il fallait permettre aux gens de comprendre, ou même laisser la justice De deux choses clair tout ça? Ou à la réunion, 1 heure avant, on disait aux gens, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que compte tenu de machin, comme Zifilin l'a fait en 2015, ce n'est pas la peine de tirailler. Le gars, il est tellement loin que ce n'est pas la peine, comme le dit Parfait. On arrête les frais et puis bon, on avance. Et courageusement, on le dit aux autres, à tout le monde, et on décide que, bon, compte tenu de, on décide ça. Ou bien on ne fait même pas de déclaration. On ne déclare rien. Comme on ne s'entend pas, on ne déclare rien. La presse est venue, on leur dit, repartez, revenez demain. Mais on ne peut pas déclarer, lire et puis se lever 1 heure plus tard, se retrouver en train de dire autre chose. Mais les candidats avaient pris acte des résultats, donc ça suppose... Il ne faut pas qu'on se foute des gens. Je pense que c'est inacceptable. Moralement, c'est inacceptable. Ces hommes-là, moi, je me demande comment je peux les regarder encore. Parce qu'on ne peut pas... Je me mets dans la peau du militant qui a saigné sur le terrain, qui s'est battu comme un tigre pour le nom de ces individus-là. Et platement, ils vont vous vendre comme ça. Mais à quoi vous ressemblez? Vous êtes ridicule devant tout le monde. Et moi, je dis, il faut qu'on se respecte. Il faut à la réunion du CEFOP, il fallait dire aux gens, nous constatons, nous disons, vous revenez la presse. Ou, en tout cas, à partir du moment où il n'y a pas de consensus, nous, on ne déclare rien. Et c'est clair. Mais on ne peut pas déclarer et puis se lever à la même, sans même changer de chaussures et d'habits, se le trouver sur le même gars. Ce n'est pas possible. Merci. Ensuite, je dis, merci, on parlait tantôt de et ça, je dis, je suis pratiquement convaincu, je n'ai pas de preuve, qu'il y a eu des arrangements. Mais est-ce que justement tout le monde peut-être en convient, vu la forme des choses, et vu certains faits aussi qui étaient là, qu'il se peut qu'il y ait eu arrangement, mais c'était des arrangements pour profiter à la paix, à la stabilité. Comme l'opposition l'a dit dans sa déclaration, ils prennent acte pour permettre de sauvegarder les choses. Non, pas du tout. C'est des arrangements d'un point de vue pour arranger les positions de ceux qui sont des sapes-laventires. Admettons que le candidat gagnant leur dise, écoutez, si c'est les preuves pour les fraudes, nous, on en a. Et au lieu d'avoir 1%, vous, c'est 0,001% que vous avez. Et il dit ça au monsieur. Mais c'est possible. D'accord, on passe la parole à la pour sauver l'honneur, les gens... Bon, merci. Très rapidement sur ce sujet, puis on va... C'est vrai que je n'aurais pas une approche, je vais dire quoi, aussi belliqueuse que M. Lengani. Je comprends cela sous l'angle, je dirais, du fair play politique. Maintenant, je m'attendais beaucoup plus peut-être à ce qu'on attend, qui est la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, avant d'aller justement féliciter. Après, justement, un jeu politique, c'est un jeu, hein, c'est comme le football. À la fin du match, on va se féliciter. Maintenant, le match n'est pas encore fini, parce que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore proposé. Théorie pour théorie, le Conseil constitutionnel peut s'auto-saisir sur ces cas de fraude et tout, et estimer que par il faut reprendre. C'est juste une théorie que j'avance. Donc, on pouvait attendre que certainement le Conseil se prononce avant d'aller féliciter. Mais j'analyse ça aussi sur quoi? Ça présage déjà de, je vais dire quoi, des arrangements politiques, voilà, futurs. Parce que déjà, quand on regarde, l'opposition s'est réunie, et vous savez, c'était le lendemain des élections, la ferveur des élections, je veux parler de la ferveur aussi de l'échec, parce que vous savez... L'euphorie aussi. Les gens étaient tellement sûrs qu'ils allaient aller au second tour. Et à un moment donné, il n'y a pas eu de second tour. Les gens étaient choqués. Vous avez vu même certains qui ont tenu des propos pas du tout catholiques à travers les réseaux sociaux. Mais je me suis dit que quelques temps après, les gens sont refroidis la tête et on dit, mais attends, notre survie politique, on la joue comment? Donc, quelle stratégie? Donc, cela explique certainement pourquoi certains sont allés. Voilà, c'est comme ça que je comprends cela. Oui. Non, je veux dire que, par rapport à ce que Lengani a dit, pour moi, le fait de dire qu'il y a des dysfonctionnements là, je ne vois pas le lien avec l'attitude suivante qui a été d'aller féliciter le président. C'est-à-dire, pour moi, ils ont dit la réalité. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés par tout le monde. Maintenant, ça, c'était un fait. L'autre fait, d'aller saluer le président Kaboré, pour moi, il n'y a pas de lien. Donc, pour moi, ce n'est pas aller à plat ventre devant un gars. Je comprends pourquoi vous tirez le coloré d'une certaine manière. D'accord. Merci. On continue toujours sur les enjeux de ces résultats de la présidentielle. On les connaît, ces résultats. Bien sûr, des résultats au niveau donc, du Parlement, des résultats au niveau de la présidentielle. Alors, question importante. Aujourd'hui, il est question d'une alliance probable entre l'UPC et le MPP. Comme quoi, l'UPC
pourrait rejoindre donc la majorité et gouverner avec le MPP comme l'UNIPS l'a fait il y a 5 ans de cela. Le débat est lancé. Pour certains, notamment du côté des gens, peut-être du côté de la majorité, l'opinion c'est de dire que la majorité absolue, le président a été élu avec une majorité confortable, donc il n'en est pas question. Certains aussi estiment que ce n'est pas une question de majorité, mais c'est une question simplement de gestion stratégique des moments qui vont venir et aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'appels dans le sens d'un rassemblement des Burkinabés autour des priorités et des défis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Lengani? Bon, là encore, c'est vraiment... Bon, je l'ai déjà dit sur ce plateau, moi je ne trouve pas d'inconvénient du tout à ce que l'UPC rejoigne la majorité. Mais je pose comme condition, c'est qu'elle y aille avec une âme, qu'elle y aille avec un projet et qu'elle défende cette âme et ce projet. Ça peut se faire, on peut dans une majorité ne pas parler le même langage sur tous les sujets et aider à avancer sur certains sujets sur lesquels on est plus sensible. Ça, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse le faire. Mais en même temps, au regard de ce que nos hommes politiques nous ont habitués comme jeu de jambes, bon, je crains fort que ce ne soit, en fait, le terminus pour l'UPC en entrant à la majorité. Comme ça a été le cas pour l'UNIPS, par exemple, qui est rentré et qui a perdu toute âme, qui n'existe plus, même... Ça, c'était un exemple. L'UNIPS a eu 5 députés quand même. Oui. Hein. C'est quand même un suffrage important qui marque l'existence du parti. Et c'est là, justement, c'est un des cas qu'on peut prendre pour dire, après quand même autant d'années de démocratie, qu'on vraiment travaille à avoir des partis à influence nationale. Pas des partis qui s'organisent autour d'une famille, autour de 3 ou 4 cases, concessions, etc. Non. Il faut que les partis soient à envergure nationale. Bon, ça, c'est à venir. Mais je dis en même temps, pour revenir au sujet de l'UPC, je dis donc, à mon avis, l'UPC peut aller à la majorité. Mais à ce risque et péril, étant entendu qu'effectivement, il perd son âme et peut ressortir groggy. Et je dis que je comprends pourquoi pas 12 députés à défendre. Sur un total de 31 députés qu'ils avaient, 33 députés qu'ils avaient, qui ont été rognés, coupés par le même pouvoir. Et on sait que les avant-derniers à partir, ceux qui ont créé le MODEM, étaient partis, selon en tout cas les rumeurs dans le landonnée politique, étaient partis pour occuper des postes au niveau du gouvernement. Bon, il a fallu que le chef de l'opposition, qui était donc Zéphirin Diabré, en tout cas, donne du temps pour que ça ne soit pas comme ça. Alors, mais d'accord, mais du côté aussi du MPP, quand on regarde, est-ce que le MPP aujourd'hui, certes, qui a gagné ses élections, qui a sa majorité confortable, comme on le dit, est-ce que du point de vue de la gouvernance, du point de vue de sa consistance désormais, est-ce que le MPP lui aussi n'a pas besoin, par exemple, d'une force alternative comme l'UPC? Je l'ai dit ici. Oui, je l'ai dit ici aussi. Si le MPP gouvernait avec la majorité avec laquelle il est parti aux élections, ça sera la catastrophe. Parce que cette majorité a montré que sur des questions principales, grosses de la société burkinabé, du peuple burkinabé, elle s'est montrée incapable de résoudre. Insécurité, malgouvernance et quoi encore? Tous les mots que nous avons. Beaucoup de défis, beaucoup de défis qui n'ont pas été résorbés. Et je dis que Roch-Marc Christian Kaboré, s'il veut effectivement, notamment sur la question de la réconciliation et de la sécurité et de la gouvernance, parce que la malgouvernance, là, mais c'est une plaie dans ce régime-là. Ce n'est pas que forcément il y ait eu des cas avérés, mais même les suspicions, où l'État, où en tout cas le pouvoir devait faire carte blanche, le pouvoir a été incapable de le faire. Et donc l'UPC, de mon point de vue, peut apporter quelque chose à ce niveau-là. Oui, moi je pense que la configuration de la situation politique actuelle nous rappelle 2015. 2014 plutôt, où, si vous vous rappelez, les partis qui avaient fait un front pour lutter contre le CDP sont en train de se retrouver encore aujourd'hui dans la majorité présidentielle
et certainement c'est le CDP qui sera isolé, mais cette fois-ci dans l'opposition. Je dis, il faut que le peuple aussi apprenne à assumer ses responsabilités. Nous venons de sortir d'une élection. L'UPC, par exemple, avec 33 députés, se retrouve aujourd'hui avec 12 députés. L'UPC perd à peu près 2/3 de ses députés. Aujourd'hui, l'UPC est en train de jouer la carte de sa survie politique. Au niveau des MPP, rappelez-vous, il y a un projet de modification, de nouvelle constitution qui est là. Donc, il y a une nouvelle constitution, on veut passer à la 5e République, le président Roch-Marc Christian l'a annoncé, son premier quinquennat, ça n'a pas été fait. On s'attend certainement... Et même dans le programme de campagne. Exactement. Donc, on peut s'attendre à ce deuxième quinquennat-là, qui puisse donc avoir donc, cette nouvelle constitution. La constitution nouvelle s'adopte de deux manières, soit par référendum, soit au niveau de l'Assemblée nationale, on peut l'adopter à une majorité qualifiée de 3/4, sans, par exemple, l'UPC au sein donc, de la majorité présidentielle. Je suis sûr que cette nouvelle constitution ne passera pas au niveau de l'Assemblée nationale. Certainement, il va falloir aller à un référendum. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'organiser un référendum? Quel est l'intérêt d'aller à un référendum, ou disons à faire passer une constitution, à aller à une nouvelle république, si tant est que bon, c'est rejeté, où est l'intérêt? Pourquoi forcément donc vouloir s'arrimer l'UPC de toutes les façons, réussir cette manœuvre? Comme je l'ai dit, il va falloir, le MPP travaille aujourd'hui à pouvoir avoir au moins la majorité qualifiée des 3/4. Parce que vous savez, pour pouvoir diriger le pays, pour pouvoir aller justement à cette nouvelle constitution, c'est des choses c'est des dispositions qu'il faut prendre. Maintenant, si ça échoue, certainement, ils pourront faire recours. Est-ce que ça voudrait dire par là, si on regarde bien le jeu un peu numérique, l'analyse numérique, est-ce que ça voudrait dire que la majorité confortable dont il est dit n'est pas suffisante pour que le MPP soit aussi sûr de mener sa barque? Mais aujourd'hui, nous avons 127 députés à l'Assemblée nationale. Le CDP a 20, l'UPC a 12. Déjà, ça fait 32 députés. Les 32 députés, déjà, ça fait que pour avoir les 3/4 au niveau de l'Assemblée, le cas, je pense que ça va être à peu près 31 députés. Donc, 32 députés déjà. Une majorité de blocage. Voilà, c'est une majorité de blocage. C'est suffisant, par exemple, si l'opposition, le CDP et puis l'UPC se mettent ensemble pour modifier la Constitution ou pour adopter une nouvelle Constitution, ça sera compliqué. Aujourd'hui, l'UPC gagne en quoi? En jouant aussi sa survie politique. D'accord. Non, permets-moi de terminer. On va regarder, par exemple, les partis politiques. Faisons une analyse comparative. Les partis politiques qui, en 2015, avaient eu un certain nombre de voix et qui sont allés au niveau de la majorité présidentielle. Quand vous prenez le MPP, 55 plus 1 député cette fois-ci. Vous prenez PDC, cette fois-ci, 0 plus 3. NTD. Vous prenez NTD, 3/13. Quand vous prenez les partis qui sont redescendus, l'UPC, vous prenez la NAFA, qui ont perdu, les partis qui sont restés à l'opposition ont perdu. Ça voudrait dire quoi? Le CDP, c'est l'exception que je fais. L'exception, par exemple, le CDP en 2015 n'avait pas pu prendre part pleinement à l'activité. Donc aujourd'hui, quand on regarde là, le MPP qui veut certainement diriger tranquillement est obligé d'avoir justement cette majorité. Et l'UPC qui est obligé également d'aller certainement à la majorité pour jouer sa carte de survie. Merci. Évariste Konsebo. Bon, obligé, je ne pense pas. J'aurais voulu qu'il aille jusqu'au bout de sa logique, parce que de modification constitutionnelle, mais bon, peut-être que nous en aurons l'occasion de... On passera peut-être certainement à un premier mandat d'une cinquième enfin, république. j'aurais voulu qu'il aille jusqu'au bout. Parce que bon, là, à ce niveau... un premier mandat d'une cinquième république. Ça va, ne vous inquiétez pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître, l'UPC n'a pas contribué à faire élire le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, a priori, il n'a pas besoin de ses députés pour gouverner. Maintenant, tout va dépendre des options, de sa vision, de sa philosophie, de ce qu'il entend en termes de gouvernance. Et effectivement, je pense que, de toute façon, tout un chacun sait que quand on regarde, par exemple, le leadership responsable de l'UPC, il est clair qu'en termes de valeur ajoutée, sur le plan de la gouvernance, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Et c'est en cela que je trouve que ça peut peut-être servir. Maintenant, au demeurant, les alliances. Bon, on dit que lui-même l'a dit, en politique, il n'y a ni ami éternel, ni ennemi éternel. Tout dépend des accords. Est-ce que aussi, quand par exemple M. Zéphirin Diaouré disait pendant la campagne que s'il était élu, il mettrait en place un gouvernement de réconciliation nationale et qu'il n'est pas du tout gêné, lui, de pouvoir gouverner avec le MPP à gauche et le CDP à droite? Ça, c'est la vision et la démarche d'un homme politique conséquent. Parce que, comme je l'ai dit, en politique, les alliances se font. Hier, le CDP avait dirigé le pays. Maintenant, aujourd'hui, les électeurs, les Burkinabés ont voulu que le CDP peut-être aille faire la question, c'est de dire, quand M. Zéphirin Diabouré dit ça, et qu'il y a un débat aujourd'hui, est-ce que
c'est vrai qu'il n'a pas encore réagi lui-même en tant que tel, mais est-ce que ça voudrait dire que si cette alliance-là était donc présentée à M. Diabré, il irait? Ben, tout va dépendre du contenu. Parce que comme je dis, ce qui est sûr, comme l'autre l'a dit, il ne va certainement pas aller s'accroupir ou... je ne sais pas, tout va dépendre du contenu des accords. Parfait, Chilga. D'abord, la première remarque que je fais, c'est que l'UPC n'est pas en position de force par rapport au MPP, dans le contexte que nous connaissons. La force, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que si l'UPC ne s'allie pas au MPP, le MPP n'a pas de problème pour avoir sa majorité. Oui, parce que la majorité, le MPP a la majorité suffisante. Oui. Voilà. Donc, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas en position de force. C'est contrairement à 2015. En 2015, quand il y a eu les élections, le MPP a eu du mal à faire sa majorité. Bon, quand on dit il a eu du mal, quand vous imaginez qu'avec 5 députés, l'UNPS a eu 2 ministères, et puis la vice-présidente, vous voyez, c'était cher payé. Et un poste d'ambassadeur. Oui, c'était cher payé, vous voyez. Mais en son temps, si l'UPC venait, mais il allait balayer tous ses partis. C'est-à-dire que vraiment à ce moment... Il faut rappeler que le MPP n'a que 56 députés. Il avait 55 et a eu 56. Oui. Donc ça n'a pas trop changé. Le jeu d'alliance continue. Non, mais... Le MPP avait 55 députés en 2015, il avait 56 cette année. Ce que j'ai dit, si vous regardez aujourd'hui, les partis de la mouvance là sont plus nombreux. Il y a une réserve assez importante. Ils sont plus nombreux qu'en 2015. Le MPP peut mais user. il y avait la NAFA qui avait eu 2 députés, il n'en a plus. Faso Autrement avait eu 1 député, ils n'en ont plus. Le parent, voilà. Est-ce que vous voyez? Parfait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le MPP avait 56 députés, le NTD avec ses 13 députés, et l'UNIPS avec ses 5 députés, déjà le pouvoir est à sa majorité absolue. Donc là, contrairement à 2015, c'est-à-dire que 2015, si l'UPC venait, ça allait être vraiment le partenaire idéal pour le MPP. Mais en 2020, le MPP peut décider de ne pas faire appel à l'UPC pour avoir sa majorité. J'ai dit de ne pas perdre de vue le projet de construction. Mais est-ce que parfait? Tout s'arrête au poids, j'allais dire au poids numérique, tout s'arrête là à l'analyse. Tout ne s'arrête pas, justement. quelque chose Je de continue plus ma politique? logique en disant, Oui. tout ne s'arrête pas au poids électoral. C'est-à-dire que si on doit s'arrêter au poids électoral, ce serait fausser l'analyse. Il faut aller au poids politique. Parce qu'il y a une différence entre le poids électoral, vous pouvez avoir 12 députés, vous pouvez avoir 13 députés, et comme le NTD, mais ne pas avoir le poids politique de l'UPC qui a 12 députés. Donc c'est important à dire. Donc c'est pour dire aujourd'hui. Oui. Non, je termine en disant qu'aujourd'hui, l'option du MPP peut être de dire nous avons plus intérêt à avoir l'UPC avec nous que le NTD que certains estiment qualifient d'excroissance du MPP. Donc, l'option peut être de dire, si nous avons l'UPC avec nous, et là, les négociations vont se mener bien sûr, moi je dirais que ça va être en défaveur de l'UPC, parce qu'en réalité, ce qu'on va leur proposer ne va pas être comme ce qui aurait pu se passer en 2015. D'accord. Ça, c'est la capacité. L'option peut être de dire, effectivement, si nous avons l'UPC avec nous, ça nous permettra d'équilibrer. D'avoir une majorité qualifiée. Non, moi je ne parle même pas de la Constitution. D'avoir une certaine gouvernance. D'accord. Mais je ne suis pas d'accord quand on parle de sécurité, par exemple. Parce que ça, ce serait encore... pour moi, ce serait dommage de dire que si nous avons l'UPC avec nous, ça peut contribuer à ce qu'on ait une plus grande sécurité. Mais la gouvernance, c'est pour tout. Voilà. C'est pour tout, la sécurité, l'économie. Non, mais c'est-à-dire que si on dit la sécurité, ça veut dire concrètement que si l'UPC est avec nous, il y aura moins d'attaques terroristes.
Non, je pense que ce n'est pas ce qui a été dit. non, Il a dit qu'il y a des défis qui sont je- importants et pour lesquels il faut avoir une gouvernance qui soit forte, qui soit... Je crois que c'est dans ce sens-là. C'est ça, c'est dans Donc, ce l'UPC sens-là. qui n'a pas une armée gouvernance forte. à Oui, parce que- elle ne peut pas certainement... Non, mais je voudrais juste nuancer parce que, en termes de voix, de nombre de voix, c'est vrai que l'UPC dévance la NAFA, puisque sur la liste nationale, NTD. enfin, dépasse le NTD, puisque sur la liste nationale, l'UPC a 2 députés. Or, le NTD n'en a pas. Ça veut dire que Le NTD a eu un député. sur la liste nationale, bon, mais l'UPC en a 2. Donc ça veut dire qu'en termes de nombre de voix, l'UPC a eu plus de voix que D'accord. le Alors, NTD. on va continuer très rapidement sur ce qui peut donc également se faire en termes de gouvernance, en termes aussi de parlement, parce qu'il y a le parlement aussi qui est là, on parle, mais il y a aussi le parlement. Maintenant, avec tout ce qu'on a comme voilà, présence, force qui sont là au parlement, la majorité, l'opposition, bon, est-ce qu'il existe encore en tant que tel? Mais oui, parce que d'abord, on n'est pas encore arrivé à la mise en place du Parlement, donc on ne peut pas déjà aller dans ce sens. Mais déjà, il y a les députés issus de l'ancienne opposition, CDP, UPC, etc. Selon vous, comment ça va se passer à l'Assemblée? Est-ce que qui vous voyez, par exemple, qui pourrait être prochain chef du Parlement? Est-ce qu'on va reconduire les équipes, comme on dit, les équipes qui gagnent? On garde les équipes qui gagnent, Lengani? Il y a des noms qui circulent dans tous les cas. Oui, il y a des noms qui circulent. Hein. Siméon Saodogo, Bala Sakandé, Alpha Bari, Éric Bougouma. Bon, c'est des noms et tous sont du même sérail, tout naturellement. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Bon, mais de mon point de vue, ma propre réflexion, il faudrait que le président Roch-Marc Kaboré intègre le fait que c'est son dernier mandat et il lui faut trouver un successeur dans son propre camp. Et je crois que s'il intègre ça dans ses calculs, dans son positionnement des hommes, je le verrais plutôt ne pas avantager un des concurrents par rapport aux autres. Ceux qui déjà se projettent pour 2025. S'il veut un jeu politique sain dans son parti, il faudrait qu'il mette tous les concurrents éventuels sur le même pied d'égalité. Donc, ça veut dire que ceux qui prétendent à jouer un rôle majeur en 2025, qu'ils lui disent aujourd'hui, bon, moi j'entends jouer un rôle en ce moment, bon, on te dit, tu restes au parti et tu te bats comme tout le monde. On ne te nomme pas un poste qui va te permettre de devancer les autres. Et là, le jeu est équilibré et tout le monde y va. Je pense que la paix sociale pourrait y gagner. Mais l'autre aspect pourrait être que, comme on l'a dit, nos hommes politiques sont ce qu'ils sont. Ce qui se passe chez le voisin est vite arrivé ici par contamination, comme le coronavirus, qui d'ailleurs, selon un artiste, va reprendre maintenant. Comme les élections sont finies, le corona va revenir. Parce qu'on l'avait mis en griffe pour battre campagne. Donc, mais concrètement, qu'est-ce que concrètement, ça veut dire... Cette contagion ramène à quoi concrètement? Ça ramène à ce que Paz disait tout à l'heure, à savoir la majorité qualifiée pour modifier la Constitution et pour ouvrir la voie le plus légalement du monde à un premier mandat de Roch-Marc Kaboré dans la 5e République, qui serait son 3e mandat au plan national. Même si par ailleurs, la Constitution... Il y a quand même le verrouillage. Oui, même si... C'est verrouillé, on dit à triple tour même ici. On a verrouillé avec une clé, non? La même clé peut déverrouiller. Donc, si c'est le... Et puis, vous savez, l'Afrique est très forte dans ça, dans le déverrouillage. Bon, on ne va pas arriver dans ça. L'idée ici, c'est de dire, donc pour le Parlement, les noms qui circulent, vous en avez cité, Alpha Bari, etc. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui va sortir à l'Assemblée? Moi, en fait, justement, l'avenir, pour pouvoir décrypter l'avenir, je pense que le choix de la personne au niveau du Parlement va nous donner beaucoup d'éclairage sur l'avenir en fait, politique du Burkina Faso. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'ambition. Tous les poids lourds que vous venez de citer, c'est des jeunes qui ont des ambitions et ils sont très jeunes. Et c'est normal, jeunes peut-être, mais peut-être anciens politiquement aussi, politiquement engagés, bien installés, bien ancrés. Donc, ce qui est clair, il y aura une sorte de primaire. Mais maintenant, peut-être comme... c'est vrai que le dernier mot reviendra certainement au chef de l'État. D'accord. Passe. Vous savez, au Burkina Faso, les hommes politiques sont tellement insaisissables qu'il est difficile de faire une projection politique. Donc, nous sommes obligés peut-être de faire une devinette. Parce que sous d'autres cieux,
on aurait pu dire, bon, voilà ce qui se passe. Mais au Burkina Faso, franchement, les hommes politiques, ils vont se retrouver la nuit, décider de quelque chose qui va surprendre un peu tout le monde. Mais toujours Mais la est-il politique que... a été toujours comme ça, hein, c'est dans les discussions nocturnes ou les discussions... Au Burkina Faso, vous savez, quand on est bien posé, comme on dit en sciences politiques, on peut faire certaines projections. Mais au Burkina Faso, je pense que nous sommes une exception. On ne peut pas prévoir, on ne sait jamais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pendant la campagne, Bala Sakandé a dit, il a exprimé clairement sa volonté de revenir. Voilà. Il a dit qu'il est à l'Assemblée et il est possible. Il a parlé de la possibilité pour lui de revenir, ce qui signifie certainement qu'il a ses intentions. Pourquoi pas que Bala reste pour encore 5 ans? Voilà, pourquoi pas? Parce qu'il a déjà conduit l'équipe jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'il a remplacé, il n'a pas eu un mandat plein. C'est Salif Diallo qui était là. Pourquoi pas un nouveau mandat pour lui? Rochmark Christian Kaboré également avait fait 2 mandats à l'Assemblée nationale. Donc pourquoi pas? Donc je sais qu'il y a un ensemble de personnes. Simon Kamparé n'est pas candidat, il n'est pas député. Il disait qu'il se retirait, je ne sais pas. Est-ce qu'il va essayer de guetter la primature? Mais je ne pense pas. Ah Bon, je ne pense pas, parce que peut-être même c'est une doléance. Simon est mieux lorsqu'il est en arrière-plan et il organise les choses que lui-même être devant. Donc je m'attends certainement à ce qu'il puisse avoir beaucoup de coalitions à l'Assemblée nationale. Je m'attends à cela. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'avoir une majorité simple. N'oublions pas toujours le projet de nouvelle constitution parce que ce serait difficile de réunir les moyens spécialement pour ça. On n'a pas pu le faire. Et n'oublions pas aussi à la question de la réconciliation qui a été annoncée par le président. En fin de mandat, c'est ce qu'il a annoncé. Il a donné le premier semestre de 2021 pour gérer ça. Pour ce premier semestre-là, ça veut dire que c'est en cela même que je comprends déjà les tractations actuelles. Parce qu'une réconciliation, ça suppose quelque part, si mon compagnon n'a pas voulu le dire clairement, il a dit la politique c'est le domaine du possible, mais on peut s'attendre certainement à ce qu'il puisse y avoir une forme, je dis en griffe, une forme de gouvernement d'union nationale pour essayer de discuter et ainsi de suite. C'est comment je vois les choses. Parfait, Sylvain. Non, les noms que vous avez cités, effectivement, on en entend parler. Il y a peut-être Bala Sakandé qui a une longueur d'avance, parce que on a vu un peu son investissement dans le Kadiogo et quand on regarde les résultats, on peut peut-être attribuer, puisque là, par rapport à 2015, le MPP a eu 4 députés dans le Kadiogo. Donc on peut peut-être attribuer ces résultats-là au management de Bala Sakandé, puisqu'il était directeur de campagne. Donc il a peut-être une longueur d'avance, mais je suis d'accord avec Lengni que le choix du président de l'Assemblée nationale va déterminer sera un élément déterminant pour la suite, pour 2025. Mais l'autre élément, ça va être de savoir qui va diriger le parti. Voilà, parce que ça c'est important. Si vous avez, il le sait très bien, si vous avez les leviers du parti, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais si mon compagnon est président du parti, le Congrès c'est pour encore très longtemps. Non, pas pour longtemps. Ah ouais, d'accord. Le Congrès c'est tous les 3 ans. Donc, oui, mais d'ici 3 ans, on est en 2023. Si mon compagnon a géré de mettre la campagne, on s'attend déjà à ce qu'il puisse gérer le parti pendant les 5 ans encore. Ça, c'est ce que vous dites. Hein. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi la configuration du gouvernement, comme on le disait. On a toujours aussi, ce sont les enjeux, la configuration du gouvernement, le Parlement, ok, mais le gouvernement aussi. Quand on regarde un gouvernement, c'est qui va être. Et là aussi, c'est une clé qu'il faut avoir pour comprendre, parce que c'est aussi déterminant dans la suite des choses. Il y a la réconciliation que le président a promis, et c'est une promesse d'honneur. Et puis bon, il y a aussi des questions comme la sécurité, il y a aussi d'autres questions comme le front social et tout. Alors quel type de gouvernement vous pensez que le président Kaboré pourrait être inspiré de faire, ou en tout cas la meilleure inspiration qu'il puisse avoir, ce serait de faire quoi? Un premier ministre Christophe Dabiré à reconduire, ou est-ce qu'il faut un premier ministre qui vient du NTD, ou un premier ministre comme Zéphirin Diabré, etc. Parfait. Je dirais que tout va se décider à l'Assemblée nationale d'abord, parce que la loi dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, on va aller, je pense que le programme, c'est ça, on va mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, les organes de l'Assemblée nationale, et c'est par la suite
que le gouvernement sera connu. Le Premier ministre sera connu et puis on aura... Donc, si on met en place, si la majorité parlementaire se met en place, c'est-à-dire les deux options, donc avec ou sans l'UPC, donc c'est ça qui va nous permettre de nous projeter sur le gouvernement. Mais on peut aussi... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est sûr que le gouvernement, il vient de la majorité. Aujourd'hui, c'est la majorité qui est quasi chose acquise par le président Kaboré. Il n'en a pas besoin... il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs s'il ne le voudrait pas. Mais je vais simplement dire ici, vous, en tant qu'analyste, votre schéma, c'est quel type de gouvernement? Est-ce qu'un gouvernement, Salif Diallo l'avait annoncé, un gouvernement de l'âge, non, il avait dit un gouvernement populaire, voilà, un gouvernement de quelque chose de populaire, coalition populaire qu'il avait annoncé. Aujourd'hui, est-ce que ce type de gouvernement ou il faut un gouvernement purement recentré sur le MPP, parce qu'en 2015, c'est un gouvernement ouvert à des individualités. Est-ce qu'il faut un gouvernement plutôt élargi, donc, par exemple, à des partis qui sont issus de l'opposition, par exemple, comme l'UPC ou la DFRDA, etc. C'est de ce type d'analyse que je voudrais qu'on essaie de dérisquer. Ok. Très rapidement, 30 secondes pour chacun. Justement, pour analyser cela, il faut qu'on tienne compte des résultats même des élections. Les résultats chiffrés, c'est très important. Nous avions 6 millions de personnes inscrites sur la liste électorale avec moins de 3 millions qui ont voté. C'est vrai que la CENI annonce 50% de taux de participation, mais je dirais que c'est un peu moins, parce que tout le monde n'a pas été autorisé à voter. Vous avez un président qui est élu donc avec 1 600 000 personnes. Pour une population de 20 millions, moins de 10% de la population, je pense qu'il va former un gouvernement qui va travailler à légitimer son élection. Parce que c'est très important. Et pour légitimer son élection, ce serait de prendre en compte l'ensemble des personnes d'abord qui peuvent remettre en cause. D'abord, et je pense que la société civile aussi aura une part belle. Parce que vous savez, les tensions sociales qu'il y a eu pendant le premier mandat ne se sont pas encore tues. C'est l'un des défis. Et il va certainement mettre en place un gouvernement qui va aller à la rencontre des gens pour essayer de calmer la situation. Comme lui-même il a dit, le premier semestre sera très déterminant. Qu'est-ce qu'il met dans le cadre de la réconciliation nationale? Je pense que c'est un ensemble de choses qui seront mises dedans. Donc je m'attends à ce qu'il puisse avoir un gouvernement qui prend en compte plusieurs aspirations politiques. Un gouvernement ouvert. Ouvert. Lengani. Oui, moi, il y a un aspect que pas à souligner tout à l'heure qui est très, très important, qu'il faut prendre en compte. Dans l'analyse, la société civile. C'est que la société civile, beaucoup d'éléments de la société civile se sont vus pousser des ailes et on bondit dans l'arène politique, toute voile dehors. On s'attendait à les voir députés et on les voit avec moins de... Vraiment, c'est la portion la plus congrue, quoi, qui montre les valeurs réelles sur le terrain. Donc ces gars-là sont aujourd'hui désabusés. Du sens? Oh, ils sont nombreux. Il y a le sens, effectivement, puis d'autres. Parce que si vous dites le sens seul, vous allez faire des jaloux. Bon, donc il y a d'autres qui sont là aussi et qui vont, surtout dans la situation où ils se retrouvent face à leur véritable image. Et donc ces gens-là, il faut les ménager sur le plan politique pour qu'ils ne se retrouvent pas à ruer dans les brancards parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux, plutôt que de proposer des alternatives crédibles aux populations. Bon, donc, il faut les ménager. Et donc, le pouvoir aura intérêt à regarder dans le sens du sens pour trouver une solution. Ensuite, mais je ne suis pas d'accord avec Yann quand il dit qu'il faut élargir la base. Bon, c'est moins de 10% de la population. Les Burkinabés n'ont que foutre de ça. Permettez-moi de terme. Sinon, on n'allait pas assister à ce qu'on a vu au niveau de la campagne. Débauche de moyens, de procédures, etc., de fraude, etc. On n'a pas assisté à ça pour arriver à ça. Ça veut dire que les Burkinabés, quelle que soit la personne qui est là, elles s'en accommoderont. Mais moi, sur le plan politique, le véritable gouvernement, premier gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré pour cette législature, je le vois après sa réconciliation nationale qu'il a annoncée. Donc, moi je serais tout à fait à l'aise que Christophe Dabélé conduise les affaires, que la plupart des ministres, petit réaménagement à gauche et à droite, pour aller vers ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire la réconciliation nationale. Et à partir de là maintenant, bâtir l'équipe qui va faire ces 4 ans. Parce que à voir l'homme de la pratique, il s'accroche aux hommes. C'est-à-dire quand tu te nommes,
tu peux te permettre pratiquement n'importe quoi, il est là, il te garde. Il te garde. Donc je ne le vois pas nommer un Premier ministre aujourd'hui, et puis 6 mois plus tard, devoir éventuellement le changer parce que la réconciliation nationale, le forum aurait accouché de telle ou telle décision. Je voulais juste préciser, ce que je disais, ce n'était pas d'élargir la base, mais comme je dis, c'est de légitimer. Dans un pays de 20 millions d'habitants, 6 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, et le président est élu à 1 600 000 voix, même si juridiquement, ça ne pose pas de problème, d'un point de vue de la légitimité, il y a une chose à faire. Donc le président sera obligé de travailler à élargir sa légitimité. Ça a toujours pratiquement été comme ça ici. Voilà pourquoi les présidents étaient toujours élus à moins de 2 millions sur 20 millions. Pour éviter, voilà pourquoi très souvent il y a des remous sociaux. D'accord. Rappelez-vous, Blaise Compaoré a été élu à combien %? Mais c'était la même chose. Voilà, c'est pour dire, quand on ne va pas élargir cette légitimité-là, on va faire face à des remous sociaux. On va faire face à bien de grèves, de marches et tout. Varis, pour terminer, configuration, analyse. Les moteurs des remous sociaux, généralement, il faut voir qui donne ça, c'est pas forcément... Oui, on termine sur cette question. Non, moi je pense qu'il va faire un gouvernement d'ouverture en fonction de ses alliances. Et ces alliances, on va les voir très bien quand l'Assemblée sera mise en place. D'accord. Alors, pour terminer, on sait que le mandat passé, le président Kaboré a fait face à un front social qui était très inédit en termes de mouvement. Est-ce que cette fois-ci, comment est-ce que vous pensez qu'il doit peut-être amorcer ce nouveau mandat avec le Front social en face? Parfait, Sylvia. Qu'est-ce qui doit être fait? J'avais dit, j'ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau, que ce qui a manqué au début du mandat, c'était d'avoir un langage de vérité avec les partenaires sociaux. Mais on a passé le temps à résoudre des problèmes sectoriels. D'accord. Et bien, donc ça compliquait la tâche. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de terminer le chantier de la remise à plat de la rémunération des agents. D'accord. Pour qu'on arrive à quelque chose de général. D'accord. Parce que si on continue dans ça, on continue à résoudre des plateformes revendicatives ici, merci, parfait. Ça et là. C'était juste pour introduire le prochain numéro. On va revenir sur l'économie. On va revenir sur l'économie, les investissements et également les questions de sécurité de façon assez particulière pour au prochain numéro de Presse Éco. On va juste terminer sur la Côte d'Ivoire, un mot, et puis on va discuter avec nos appelants de l'extérieur. Alors, Gbagbo Laurent a reçu finalement ces 2 passeports, passeport diplomatique et passeport des services. Est-ce que ça voudrait dire que le président Ouattara d'abord a respecté sa promesse, il avait dit qu'il le ferait? Est-ce que ça voudrait dire que aujourd'hui c'est un moyen, un élément d'accalmie en Côte d'Ivoire et que l'apaisement est vraiment en voie? Gbagbo en tout cas estime qu'il rentre bientôt. Il a délégué un de ses proches pour trouver les dispositions nécessaires pour qu'il revienne. Lengani Saka. Oui, j'ai l'impression que c'est une sorte de retour d'ascenseur que Alassane Draman Ouattara a fait à Gbagbo Laurent, qui, il y a une dizaine d'années, lui avait permis d'avoir ses papiers à lui aussi. Bon. Donc c'est déjà ça qu'il faut noter. Bon, ensuite, je crois que, effectivement, Alassane Draman Ouattara n'a pas d'autre choix qu'effectivement d'apaiser le climat social. Et effectivement, Gbagbo Laurent est un élément essentiel dans ce climat social-là. Et l'avoir avec soi, ou en tout cas, créer les conditions pour tempérer un peu ses ardeurs guerrières, est une très bonne chose. Et je note aussi que Gbagbo a annoncé qu'il reste solidaire des revendications de l'opposition et qu'il va s'investir dans ce sens-là. Il ne faut pas donc que les gens pensent qu'il a été acheté et qu'il va donc rouler, il va rouler pour le 3e mandat. Il est toujours opposé au 3e mandat et il va travailler dans ce sens. Je pense que le langage se civilise, c'est une très bonne Parfait, chose. Sylvia. Est-ce que ce langage, on connaît Gbagbo aussi, on dit de lui que c'est un boulanger, qui dit une chose, l'ennemi fait le contraire. Est-ce que dans son profil actuel, profil assez bas, c'est juste pour entrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que là, une fois en Côte d'Ivoire, il ne va pas remuer? Non. Gbagbo a dit les choses très clairement et j'en étais vraiment fier. Il a dit, oui, j'ai reçu mon passeport, j'ai dit merci aux autorités, mais les choses restent à l'état. Il a dit, il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il
il y a encore beaucoup de revendications sur le plan politique. Est-ce que ça, ce n'est pas... Non, il n'a pas servi ça à la consommation du grand public pas du et tout. que Ça, la stratégie est vous autre. pouvez être sûr de ça. Gbagbo, ce n'est pas le genre à se laisser acheter par un passeport. Parce que c'est quelqu'un qui a fait la prison, il sait. Vous pouvez même lui dire de rester encore 10 ans. Il peut encore supporter, c'est un combattant dans l'âme. D'accord. Et donc, là, il faut être... Non, là, prenez... Il faut l'avoir pour dire, hein, ça dit que Gbagbo, il a son passeport, il compte revenir, mais le combat continue pour Gbagbo, ça c'est sûr. Donc, une autre question, c'est le retour. C'est vrai qu'il a le passeport qui semblait être un peu quelque chose d'anormal qu'on ne donne pas un passeport à un ancien chef d'État, etc. Est-ce que c'est juste la forme qu'on a voulu faire, question de décence politique, mais est-ce que là, aujourd'hui, le retour entre avoir un passeport et le retour, est-ce que ça sera chose faite pour être aussi automatique? Je pense que c'est une possibilité, mais déjà, dire que le fait de délivrer les 2 passeports à Laurent Gbagbo, c'est juste, avant tout, c'est pour l'image même de la Côte d'Ivoire. Rien ne pouvait justifier qu'on refuse de donner un passeport. Ce n'est même pas parce que c'est le président, à n'importe quel citoyen. À plus forte raison, un ancien chef d'État. Il n'est pas déchu de sa nationalité ivoirienne, il est ivoirien, c'est un droit. S'il était déchu de la nationalité ivoirienne, on pouvait refuser de lui donner un passeport ivoirien. Mais Gbagbo est toujours ivoirien. Donc, le minimum, c'est de lui délivrer ces documents. Maintenant, au-delà de ça, votre question, Thomas Pic, la CPI a donné une liberté, on va dire, sous condition à Laurent Gbagbo. Parce que le pays où il devra aller résider, ce pays doit donner donc son accord. Est-ce que politiquement, Alassane Ouattara va accepter que Laurent Gbagbo revienne rester en Côte d'Ivoire, c'est une question qui se pose. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi le rôle que Bédié a joué suite à son entrevue avec Gbagbo. Avec Alassane plutôt. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont été exigées. Voilà, il y a des choses qui ont été exigées. Et nous avons aussi entendu dans les coulisses ce que Gbagbo a dit. Et il semble qu'il y a eu un émissaire qui allait rencontrer Gbagbo pour lui demander de reconnaître la victoire de Alassane et qu'on va organiser son retour dans les honneurs. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est pour dire que le combat continue selon Gbagbo. Et je pense que Gbagbo est resté quand même constant dans ses prises de position. Évariste, pour terminer. Je pense que dans la situation actuelle, pour moi, le passeport, c'est un épiphénomène. Hein. Mais maintenant, le plus important, c'est quelles sont les mesures qui vont être prises pour favoriser ou faciliter son retour, quand on sait très bien qu'il y a une condamnation qui pèse. Voilà, mais justement, là, est-ce que ce n'est pas là où le président, peut-être le président Alassane Dramane Ouattara voudrait peut-être jouer aussi au change pour avoir quelque chose en contrepartie? Ça, c'est dans un système de négociation, de donnant-donnant. D'accord. Voilà, c'est ça, en fait. Ce qui est sûr, Gbagbo ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait une négociation. Forcément, il faut une grâce ou une amnistie. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. Il a dit qu'il est solidaire de la lutte des autres. C'est-à-dire il y a encore des gens qui sont en prison, il y a encore beaucoup de contentieux. Donc, je pense que la négociation va continuer avec Bédié et tous les autres là pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et puis favoriser effectivement... Alors, on sait que la Côte d'Ivoire est un peu habituée, surtout ces trois leaders politiques là sont habitués à des retournements de veste, à des coalitions contre nature, les uns contre les autres, les uns avec les autres. Est-ce que vous pourriez s'imaginer quelque part que quelqu'un comme Bédié aujourd'hui, qui peut-être joue un rôle tampon en tout ça, rejoigne peut-être Alassane Ouattara à nouveau? Oui. Moi, je pense pas. Hein, je pense parce que le fossé est tel entre les deux hommes, parce qu'aujourd'hui, la véritable bagarre, ce qui explique tout ça, c'est parce que Alassane ne veut pas que Bédié succède. Le succède, c'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Alassane n'a pas voulu que Bédié lui succède. Sinon, dans leur deal depuis 10 ans, c'est ça qui était dans les tuyaux. Et pourquoi la Côte d'Ivoire a connu ces ramdams aujourd'hui? De manière caricaturale, c'est ça. Et donc, ça va être très difficile d'arriver à cette coalition. Mais je voudrais tempérer un peu les ardeurs démocratiques de mon voisin Paz pour dire qu'en Afrique, le droit ne veut rien dire. Pour un ancien chef d'État, ça ne veut absolument rien dire. Et le Burkina Faso est bien placé pour le savoir. Donc, ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire éminemment politique. Bon, ils ont négocié, il a eu son passeport. Bon, maintenant, ce que je suis d'accord avec Parfait pour dire que Bédié, c'est un boulanger, c'est vrai,
mais il a les Babo, principes. Babo. Bagbo, c'est un vrai boulanger, c'est vrai, mais il y a des principes sur lesquels il ne déroge pas. D'accord, on va prendre notre premier téléspectateur, M. Ouedraogo Seydou, qui appelle de Ouagadougou, sur notre sujet principal, les résultats présidentiels et législatifs, les enjeux. Monsieur Ouedraogo. Oui, je vous entends de moins en moins. Hein. Allô? Oui, nous on vous entend très bien. Allez-y pour votre intervention. Merci. Bonjour à l'ensemble des invités. Bon, c'est par rapport au premier point. Je voulais dire donc déjà que finalement le coup Kawa est arrivé parce que certains journalistes n'ont pas vu venir, donc certainement ça les a surpris. Mais le coup Kawa est arrivé quand même. Bon, ça c'est une parenthèse. Je voulais dire à M. Lengani que, ça c'est mon point de vue, hein, que l'UNIPS n'a pas perdu son âme parce que vous savez que l'UNIPS est parti à ces élections avec 3 députés. Il y a eu 2 défections, notamment M. Traoré et puis M. Alexandre Sankara. Donc ils sont partis avec 3 députés, ils ont eu 5 députés. Le CDP est parti avec 18 députés, ils ont eu 20 députés. Il y a eu députés de plus, 2 députés de plus. On verra ici que l'effort, hein, si on fait des valeurs, en termes de valeurs relatives, l'effort fourni par l'UNIPS est largement supérieur à l'effort fourni par le CDP. Bien qu'ils aient reçu beaucoup de coups, de flèches, de la part de certains partis politiques, j'allais dire stable, ou je dirais même, ils ont même... Voilà. Maintenant, par rapport aux résultats, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi... On vous entend très bien, on vous entend très bien. Surtout, on voudrait que vous prononciez sur les enjeux. Je continue de parler. Oui, là, on voudrait que vous nous parliez des enjeux selon vous. Par rapport... parce qu'il y avait un peu un débat sur le fait que, qui doit les saluer ou on ne doit pas les saluer. Non, moi, logique, hein. J'espère que c'est la même logique peut-être aussi qui a guidé le CTP. Ils l'ont même dit d'ailleurs. Ils ne sont pas obligés d'aller saluer. Là, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est un geste, il faut remarquer que c'est un geste élégant quand on sait qu'on est régulièrement battu et qu'on aille saluer en fait son vainqueur. Voilà, c'est un geste très élégant que les Burkinabés apprécient. On l'a vu avec M. Zéphirin Diabré en 2015. Mais tout compte fait, ils peuvent attendre la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Mais ce que je n'ai pas très bien apprécié de la part du CDP, c'est lorsque, généralement pour des cas particuliers, très souvent on généralise et on ne se rend pas à l'évidence. Vous voyez les cas entre le premier, le président et son poursuivant immédiat. On se pose la question, est-ce que tout le monde a acheté au point que, voilà, il y a ce type de cas? Non, je ne crois pas. Je pense que il y a eu des dysfonctionnements qui ont été notés par-ci, par-là, mais ces dysfonctionnements ne peuvent pas remettre en cause la crédibilité, la fidélité, la sincérité. Monsieur Ouedraogo, je pense que... Allô? Monsieur Ouedraogo. Oui? On voudrait surtout que vous prononciez sur les enjeux. Selon vous, aujourd'hui, tout ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, quels sont les enjeux? On a parlé ici des enjeux. Le débat sur, par exemple, l'alliance certaine, peut-être, à venir de l'UPC qui passerait à la majorité, à la primature, par exemple. Quel type de gouvernement? À l'Assemblée nationale, est-ce que d'autres candidats, plusieurs noms sont cités? Est-ce que c'est l'équipe de Bala Sakandé qui est la mieux positionnée pour continuer? C'est de ces enjeux-là. J'ai vraiment entendu en très fond sonore. Bon, j'essaie de répondre par rapport à ce que j'ai entendu. D'accord. Voilà. Pour la formation ou bien à l'Assemblée nationale, vous voyez, ça va dépendre effectivement des alliances. Maintenant, la spéculation actuellement sur le cas de l'UPC, la balle revient vraiment à l'UPC de décider parce que, moi je pense que l'UPC serait vraiment mal à l'aise d'être vraiment dans ce gouvernement parce que quand on tient compte de ce qu'ils ont eu à dire de par le passé, en fait,
Hein? Je caricature un peu. Les mauvais, c'est le MPP. Les bons qui sont restés. Et les bons, c'est ceux qui sont restés au CDP. Bon, allez être encore avec ces mauvais. Et on a même dit que l'UNIPS est allé dans le cas des mauvais. Bon, si on part rejoindre encore ces mauvais, vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'ils auront ce courage de le faire? Bon, ça, c'est peut-être ce que je peux dire à ce niveau. Il y a beaucoup à dire, mais bon, je vais vous laisser pour le voir. Merci, bonne journée. Merci. Merci, monsieur. Sur ce dernier point-là, bon, il faut dire que l'UNIPS que vous chérissez tant a fait pire, a dit, par rapport à la célèbre phrase de Salif Diallo, nous avons soupé avec le diable, mais nous ne sommes pas le diable. Et le président de l'UNIPS a dit, si vous n'êtes pas le diable, mais vous êtes quoi alors? Donc ça veut dire que c'est même pire que ce que Zéphirin Diabré a dit, à savoir que ce qui est un constat est patent. Mais est-ce que ça, c'est des paroles politiques qui ne sont pas... C'est ça où se base. Zéphirin, il n'a pas d'autre chose. Hein, c'est la politique qu'il faisait aussi. Bon. Mais cela dit, je crois qu'il faut peut-être aller au-delà des annonces qui sont faites de ce genre-là, qui sont tout à fait... qu'il faut relativiser. C'est la campagne politique. Il faut utiliser des mots, des phrases, etc., pour accrocher l'attention, etc. Bon, je pense que c'est dans ce sens-là. Bon. Maintenant, en ce qui concerne l'UNIPS a perdu son âme ou pas, bon, c'est l'UNIPS seul qui peut dire. Mais nous, on constate que, effectivement, le sankarisme, c'est tout sauf ce que le MPP nous a offert au cours des 5 années. Ça, au moins, c'est évident. Être sankariste et vivre dans un tel gouvernement, gouverner de cette manière-là, je vous jure que ce n'est pas du sankarisme. Et là, ceux qui disent que ce sont sankaristes sont dans ça, ils ont perdu leur âme. Et ils ont perdu même leur propre personne. J'avoue que je ne le suis pas quand il dit que M. Zéphirin Diabré, dans son rôle d'opposant, a eu à prendre des positions qui n'étaient pas amicales. Mais ça, c'est de la politique. Toutes les positions que M. Diabré a eu à prendre dans le cadre du CFOP, c'est des décisions sur la gouvernance du pays. Ce n'est pas individuel, ce n'est pas personnel. Et du reste, en politique, nous prenons le cas ivoirien où il y a eu des alliances nature contre nature. La politique, c'est l'art des alliances. Moi, je ne vois aucun problème dans ça. Vous savez, dans le contexte burkinabé, nous avons fini par comprendre que la politique au Burkina Faso, ce ne sont pas les idées. C'est beaucoup plus les moyens. Donc aujourd'hui, lorsque des partis sont en difficulté, à un moment donné, ils sont obligés de jouer la carte de la survie. Et donc, à travers le jeu d'alliance, en allant certainement dans la majorité présidentielle. Mais est-ce que souvent aussi, ce n'est pas que les gens ont une autre vision, qui n'est pas forcément qu'on est en quête d'une survie, mais qu'on pense qu'à un moment X donné, le pays a besoin peut-être d'une autre façon de faire, on découpe les politiciens de la population. Les politiciens ne sont que le reflet de la population. Ça, je suis d'accord, parce qu'il faut qu'on assume aussi, on apprenne au peuple à assumer ses choix. Voilà. Ce que vous dites là, c'est l'idéal, quoi. C'est-à-dire, avoir la vision d'un Burkina. Ça existe dans quel pays, ça? Non. Ça veut dire que nos hommes politiques n'ont pas de vision, ils ne pensent pas à un Burkina. Non, vous savez, c'est le partage du gâteau qui intéresse. Oui, mais exactement. Vous avez très bien compris. Merci pour le mot. C'est-à-dire, non, je vous dis non. Oui, c'est pour dire, si aujourd'hui l'UPC rentre, ce ne sera pas véritablement pour la réconciliation, pour la sécurité, mais ce serait pour les intérêts des cadres et puis de l'UPC, les intérêts personnels, il faut le dire. On va prendre notre deuxième téléspectateur, on aura l'occasion. Monsieur Lamoussa Ilboudo François, qui appelle de Ouagadougou. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Vous n'avez pas identifié, bon, c'est un sujet qu'on a, peut-être que ça aurait pu être la Côte d'Ivoire aussi. Mais on suppose que c'est là. C'est le même sujet parce que la Côte d'Ivoire, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Parce que dans mon pays, déjà même, on est en train d'aller dans des sentiers où personne ne saura ce qui va se passer après. Maintenant, je reviens sur le sujet pour dire que, en réalité, ce qui s'est passé avec ces élections, curieusement pour moi, me fait penser à 98. Je ne sais pas pourquoi. Depuis la fin de ces élections, c'est la sensation que j'ai. C'est-à-dire que le pouvoir n'a plus d'opposition. C'est-à-dire que le pouvoir a les mains libres pour faire ce qu'il veut. Mais il faut qu'il fasse très attention parce que c'est dans ces moments, parce que leur seule opposition actuellement, c'est devenu les syndicats. Il faut qu'il fasse extrêmement attention parce que
On s'est retrouvé dans un gouffre à cause de cette façon, dans la même situation qu'en 90, à cause du fait que Blaise était passé avec 82% ou je ne sais pas quoi, et qu'on pensait qu'on était libre de tout faire. Et on a fait n'importe quoi, et tout le pays est rentré dans là où on a su après. Donc, c'est pour les inviter. C'est vrai que Zéphirin, bon, politiquement, il est mort. Il faut qu'il rejoigne la majorité pour peut-être sortir par la grande porte et espérer peut-être et faire marcher tous ces députés en attendant qu'on trouve une solution. Maintenant, et le parti au pouvoir doit travailler à pouvoir dialoguer maintenant avec ces syndicats, parce que c'est eux maintenant qui est devenu son opposition, et trouver des terrains d'entente pour qu'on puisse aller dans le développement, ce qui n'est pas pour moi. Et d'abord, la sécurité est prioritaire. C'est vrai que le développement n'est pas Monsieur Ilboudo, si on s'amuse à se mettre dans la tête qu'on a les mains libres et qu'on fasse n'importe quoi, on va vivre. Monsieur Ilboudo, oui. Deux questions pour que vous puissiez mieux éclairer les citoyens. Vous avez dit que M. Zéphirin est mort politiquement. Il a eu 12 députés. Il a été chef de file. Il a eu 12 députés. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous le dites ainsi? Et puis, deuxième chose, quand on dit que la majorité n'a pas en face de lui une opposition politique, le CDP qui a on va dire, plus de 20 députés. Écoutez, quand le CDP qui avait 18, qui est passé aujourd'hui à 23, je crois, à 20 députés, pardon, est-ce que ce n'est pas une opposition? En fait, le CDP est revenu parce que le CDP n'était pas mort. Ça veut dire qu'il a fallu qu'on fasse des pieds et des mains au niveau du sommet pour le bloquer. Parce que le problème, c'est que nous ne comprenons pas, c'est que Ouagadougou est coupé du reste du Burkina. Ce qui se passe à Ouaga n'a pas des incidents très profonds dans l'intérieur du pays. Et ce que nous pensons du CDP étant à Ouaga, ce n'est pas forcément ce que les gens pensent étant dans le Burkina profond. Donc c'est le fait qu'il y a ce parallèle qui fait que nous, à Ouaga, on a une vision qui n'est pas forcément la vision et c'est ça qui fait que vous avez des trucs un peu complexes comme ça qu'on n'arrive pas à décoder. Mais par contre, pour l'UPC était compris dans toutes les provinces comme étant, et comme on appelle ça, l'alternative au MPP. Et le fait que l'UPC a beaucoup perdu par sa façon de communiquer, parce que les Burkinabés sont des personnes qu'il faut beaucoup manager. Moi-même, qui vous parle, j'ai du mal avec les Burkinabés parce que j'ai des problèmes avec le management. Alors que si vous voulez avoir, même si vous giflez un Burkinabé aujourd'hui, il suffit de revenir 2 minutes plus tard pour dire pardon, je me suis mal comporté, et puis c'est fini. Ils n'ont pas une logique de... C'est ça qui fait que si tu ne comprends pas cette psychologie, tu vas avoir du mal à pouvoir les suivre. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'un pays peut être gouverné d'une façon très désastreuse comme ça, et qu'on vote. C'est parce que ils ne voient pas l'État comme quelque chose qui... Merci. Merci, M. François Lamoussa. Merci beaucoup pour les gars. Et Varis. Je n'ai pas très bien compris quand il dit que à travers, donc, si l'UPC doit rejoindre la majorité, l'opposition n'existe plus. Mais en 2012, quand l'UPC conduisait le CEFOP, il avait 18 députés, je pense. Est-ce qu'ils n'avaient même pas 20? Maintenant, le CDP, par le choix des électeurs, les électeurs ont voulu que le CDP aille dans l'opposition avec 20 députés. Je pense qu'ils peuvent jouer le même rôle que l'UPC a joué. Moi, ce qui a été très intéressant dans l'intervention de M. Nikié, moi je pense... M. Ilboudo. Ilboudo plutôt. C'est lorsqu'il parle justement de cette forme sociale avec les syndicats. Parce que, vous voyez, le président Kaboré l'a dit lors de sa campagne, il y a eu une fronde sociale sans précédent. Et que même, je trouve qu'il allait même un peu fort. Il disait que c'est comme si même les gens voulaient la déstabilisation. C'était un peu fort. Mais je trouve qu'aujourd'hui, là, il est en train certainement de trouver des stratégies, des alliances avec les partis politiques. C'est ce que nous sommes en train de constater. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait justement avec ces syndicats? Parce qu'il va falloir trouver un moyen aussi d'échanger à bâton rompu et de lui dire quelque chose, se parler franchement et prendre des résolutions. Parce qu'on peut s'attendre à ce que certainement là où ça peut être chaud, que ce soit certainement du côté des syndicats. Oui, mais est-ce que là, par exemple, comme on a dit au départ, du premier quinquennat, la négociation n'a pas été l'arme assez employée par le régime
Kaboré. Justement, voilà pourquoi cette fois-ci, vous savez, dans le premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il gouvernait par réaction. Les gens faisaient des choses et ils réagissaient. Aujourd'hui, ils doivent anticiper les choses, ils doivent être les premiers à aller vers les syndicats. Merci. On va terminer avec Paz. Malheureusement, on est pris par le temps. Cette émission est donc terminée. Je voudrais juste, avant de conclure, juste vous présenter l'ouvrage, celui-là, qui est là. Donc, c'est un ouvrage écrit par moi-même. Et voilà, il doit intitulé « Se réconcilier ou périr » pendant qu'on parle de réconciliation, chronique d'une nation en sursis. Et voilà, vous pouvez le lire. C'est un ouvrage de 191 pages qui revient sur tout ce que le Burkina a connu en termes de processus de réconciliation, mais qui parle aussi des perspectives, de qu'est-ce qu'on doit faire en termes de démarches pour se réconcilier, comment on doit réconcilier les Burkinabés avec leur histoire, comment on doit renforcer la nation, donner une stabilité à notre nation, faire de notre nation une nation assez forte pour l'avenir. Donc c'était un ouvrage voilà, que j'ai moi-même publié et je vous invite donc à le lire. Voilà. Lengani, un mot? Il faut vraiment féliciter le courage avec lequel tu as mené ce livre, qui est un combat, un combat que, peut dire, entre griffes, nous avons perdu tous au cours de ces 5 années, mais avec les perspectives prochaines, je pense que ça pourrait être utile, notamment pour préparer le forum national ou les assises nationales que nous appelons de tous nos voeux. Et vraiment, félicitations à toi et beaucoup de courage. J'espère que ça va susciter d'autres vocations dans ce sens, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Parfait. Mais, qui a déjà acheté le livre, j'espère. Bien sûr. D'accord. Comme on dit, tu as ajouté de la terre à la terre. Félicitations. Je pense que nous devons tous aller dans ce sens. C'est important. Je pense d'abord à Lengani qui a certainement beaucoup de choses à livrer. Lui qui a connu la révolution. CNR. Voilà. Et Valis, on est donc. Ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais ce que je note aussi, c'est le thème. C'est un thème qui te tient beaucoup à cœur et pour lequel tu te donnes à fond. Et franchement, on ne peut que féliciter. Pour terminer. Juste dire que j'attends que l'émission finisse juste pour me le procurer. Je vais lire et puis apporter les critiques qu'il faut. D'accord, on peut en trouver justement dans les espaces, on peut en trouver à la librairie Jeunesse d'Afrique, on peut en trouver à la librairie Diakfa sur Kwame Nkrumah, on peut en trouver au cybercafé SCS Technologie qui est à l'hôtel Palm Beach, on peut en trouver aussi dans les stations Total de Zorona et du pont Kadiogo également. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission. On est donc au terme de l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'étais donc avec Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, il est le président du Cercle d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme et puis un porte-parole du FORAC. Merci Évariste d'être passé. Paz Yen, il est donc le juriste, il est consultant du cabinet Contil. Merci d'être passé. Et puis Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de L'Opinion. Et puis enfin, dernier invité, Parfait Silga, journaliste et consultant. Merci à tous, vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je me ferai le plaisir de demander à savoir qui possède mon livre à moi. Merci à vous et que Dieu nous garde.